Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo durant laquelle nous allons poursuivre notre voyage autour du monde. Nos héros, arrivés en Égypte, s'apprêtent à embarquer pour leur prochaine destination, l'Inde mystérieuse. Pour une écoute encore plus relaxante, cette histoire est accompagnée de sons immersifs. Ainsi, pour profiter au maximum de cet instant de détente, je t'invite à adopter une position confortable et à te munir d'un casque ou d'oreillettes. Notre voyage reprend maintenant. Chapitre 8, dans lequel Passepartout parle un peu plus peut-être qu'il ne conviendrait. Fix avait en peu d'instants rejoint sur le quai Passepartout, qui flânait et regardait, ne se croyant pas, lui, obligé à ne point voir. Eh bien, mon ami, lui dit Fix en l'abordant, votre passeport est-il visé? Ah, c'est vous, monsieur, répondit le Français. Bien obligé, nous sommes parfaitement en règle. Et vous regardez le pays? Oui, mais nous allons si vite qu'il me semble que je voyage en rêve. Et, comme cela, nous sommes à Suez. À Suez, en Égypte. En Égypte, parfaitement. Et en Afrique. En Afrique. En Afrique, répéta Passepartout. Je ne peux y croire. Figurez-vous, monsieur, que je m'imaginais ne pas aller plus loin que Paris. Et cette fameuse capitale, je l'ai revue tout juste de 7h20 du matin à 8h40, entre la gare du Nord et la gare de Lyon, à travers les vitres d'un fiacre et par une pluie battante. Je le regrette. J'aurais aimé à revoir le Père-Lachaise et le cirque des Champs-Élysées. Vous êtes donc bien pressé? Demanda l'inspecteur de police. Moi non, mais c'est mon maître. À propos, il faut que j'achète des chaussettes et des chemises. Nous sommes partis sans mal, avec un sac de nuit seulement. Je vais vous conduire à un bazar où vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Monsieur, répondit Passepartout, vous êtes vraiment d'une complaisance. Et tous deux se mirent en route. Passepartout causait toujours. Surtout, dit-il, que je prenne bien garde à ne pas manquer le bateau. Vous avez le temps, répondit Fix. Il n'est encore que midi. Passepartout tira sa grosse montre. Midi, dit-il. Allons donc, il est 9h52. Votre montre retarde, répondit Fix. Ma montre, une montre de famille qui vient de mon arrière-grand-père. Elle ne varie pas de 5 minutes par an. C'est un vrai chronomètre. Je vois ce que c'est, répondit Fix. Vous avez gardé l'heure de Londres, qui retarde de 2 heures environ sur Suez. Il faut avoir soin de remettre votre montre au midi de chaque pays. Moi, toucher à ma montre, s'écria Passepartout. Jamais. Eh bien, elle ne sera plus d'accord avec le soleil. Tant pis pour le soleil, monsieur, c'est lui qui aura tort. Et le brave garçon remit sa montre dans son gousset avec un geste superbe. Quelques instants après, Fix lui disait: Vous avez donc quitté Londres précipitamment? Je le crois bien. Mercredi dernier, à 8h du soir, contre toutes ses habitudes, M. Fogg revint de son cercle, et 3/4
à Bombay avec une belle avance. Et vous le connaissez depuis longtemps, votre maître? Moi, répondit Passepartout, je suis entré à son service le jour même de notre départ. On s'imagine aisément l'effet que ces réponses devaient produire sur l'esprit déjà surexcité de l'inspecteur de police. Ce départ précipité de Londres peu de temps après le vol, cette grosse somme emportée, cette hâte d'arriver dans des pays lointains, ce prétexte d'un pari excentrique, tout confirmait et devait confirmer Fix dans ses idées. Il fit encore parler le français et acquit la certitude que ce garçon ne connaissait aucunement son maître, que celui-ci vivait isolé à Londres, qu'on le disait riche sans savoir l'origine de sa fortune, que c'était un homme impénétrable, etc. Mais en même temps, Fix put tenir pour certain que ce Phileas Fogg ne débarquait point à Suez et qu'il allait réellement à Bombay. Est-ce loin, Bombay? Demanda Passepartout. Assez loin, répondit l'agent. Il vous faut encore une dizaine de jours de mer. Et où prenez-vous Bombay? Dans l'Inde. En Asie? Naturellement. Diable, c'est que, je vais vous dire, il y a une chose qui me tracasse, c'est mon bec. Quel bec? Mon bec de gaz, que j'ai oublié d'éteindre et qui brûle à mon compte. Or, j'ai calculé que j'en avais pour 2 shillings par 24 heures, juste 6 pence de plus que je ne gagne. Et vous comprenez que, pour peu que le voyage se prolonge. Fix comprit-il l'affaire du gaz? C'est peu probable. Il n'écoutait plus et prenait un parti. Le Français, lui, était arrivé au bazar. Fix laissa son compagnon y faire ses emplettes. Il lui recommanda de ne pas manquer le départ du Mongolia, et il revint en toute hâte au bureau de l'agent consulaire. Fix, maintenant que sa conviction était faite, avait repris tout son sang-froid. Monsieur, dit-il au consul, je n'ai plus aucun doute, je tiens mon homme. Il se fait passer pour un excentrique qui veut faire le tour du monde en 80 jours. Alors, c'est un malin, répondit le consul, et il compte revenir à Londres après avoir dépisté toutes les polices des 2 continents. Nous verrons bien, répondit Fix. Mais ne vous trompez-vous pas? Demanda encore une fois le consul. Je ne me trompe pas. Alors, pourquoi ce voleur a-t-il tenu à faire constater par un visa son passage à Suez? Pourquoi? Je n'en sais rien, monsieur le consul, répondit le détective. Mais écoutez-moi. Et, en quelques mots, il rapporta les points saillants de sa conversation avec le domestique du dit Fogg. En effet, dit le consul, toutes les présomptions sont contre cet homme. Et qu'allez-vous faire? Lancer une dépêche à Londres avec demande instante de m'adresser un mandat d'arrestation à Bombay, m'embarquer sur le Mongolia, filer mon voleur jusqu'aux Indes, et là, sur cette terre anglaise, l'accoster poliment, mon mandat à la main et la main sur l'épaule. Ces paroles, prononcées froidement, l'agent prit congé du consul et se rendit au bureau télégraphique. De là, il lança au directeur de la police métropolitaine cette dépêche que l'on connaît. Un quart d'heure plus tard, Fix, son léger bagage à la main, bien muni d'argent d'ailleurs, s'embarquait à bord du Mongolia, et bientôt le rapide steamer filait à toute vapeur sur les eaux de la mer Rouge. Chapitre 9, où la mer Rouge et la mer des Indes se montrent propices au dessein de Phileas Fogg.
la distance entre Suez et Aden est exactement de 1310 miles et le cahier des charges de la compagnie alloue à ces paquebots un laps de temps de 138 heures pour la franchir. Le Mongolia, dont les feux étaient activement poussés, marchait de manière à devancer l'arrivée réglementaire. La plupart des passagers embarqués à Brindisi avaient presque tous l'Inde pour destination. Les uns se rendaient à Bombay, les autres à Calcutta, mais via Bombay, car depuis qu'un chemin de fer traverse dans toute sa largeur la péninsule indienne, il n'est plus nécessaire de doubler la pointe de Ceylan. Parmi ces passagers du Mongolia, on comptait divers fonctionnaires civils et des officiers de tout grade. De ceux-ci, les uns appartenaient à l'armée britannique proprement dite, les autres commandaient les troupes indigènes de Sipahi, tous chèrement appointés, même à présent que le gouvernement s'est substitué aux droits et aux charges de l'ancienne Compagnie des Indes. Sous-lieutenant à
s'avançait rapidement. Le 13, on eut connaissance de Moka, qui apparut dans sa ceinture de murailles ruinées, au-dessus desquelles se détachaient quelques dattiers verdoyants. Au loin, dans les montagnes, se développaient de vastes champs de caféiers. Passepartout fut ravi de contempler cette ville célèbre, et il trouva même qu'avec ses murs circulaires et un fort démantelé qui se dessinait comme une anse, elle ressemblait à une énorme demi-tasse. Pendant la nuit suivante, le Mongolia franchit le détroit de Bab el-Mandeb, dont le nom arabe signifie la porte des larmes. Et le lendemain, 14, il faisait escale à Steamer Point, au nord-ouest de la rade d'Aden. C'est là qu'il devait se réapprovisionner de combustible. Grave et importante affaire que cette alimentation du foyer des paquebots à de telles distances des centres de production. Rien que pour la compagnie péninsulaire, c'est une dépense annuelle qui se chiffre par 800 000 livres, 20 millions de francs. Il a fallu en effet établir des dépôts en plusieurs ports, et dans ces mers éloignées, le charbon revient à 80 francs la tonne. Le Mongolia avait encore 1650 miles à faire avant d'atteindre Bombay, et il devait rester 4 heures à Steamer Point avant de remplir ses soutes. Mais ce retard ne pouvait nuire en aucune façon au programme de Phileas Fogg. Il était prévu. D'ailleurs, le Mongolia, au lieu d'arriver à Aden le 15 octobre seulement au matin, y entrait le 14 au soir. C'était un gain de 15 heures. Monsieur Fogg et son domestique descendirent à terre. Le gentleman voulait faire viser son passeport. Fix le suivit sans être remarqué. La formalité du visa accomplie, Phileas Fogg revint à bord reprendre sa partie interrompue. Passepartout, lui, flâna suivant sa coutume, au milieu de cette population de Somaliens, de Banians, de Parsis, de Juifs, d'Arabes, d'Européens, composant les 25 000 habitants d'Aden. Il admira les fortifications qui font de cette ville le Gibraltar de la mer des Indes, et de magnifiques citernes auxquelles travaillaient encore les ingénieurs anglais 2000 ans après les ingénieurs du roi Salomon. Très curieux, se disait Passepartout en revenant à bord. Je m'aperçois qu'il n'est pas inutile de voyager si l'on veut voir du nouveau. À 6 heures du soir, le Mongolia battait des branches de son hélice les eaux de la rade d'Aden et courait bientôt sur la mer des Indes. Il lui était accordé 168 heures pour accomplir la traversée entre Aden et Bombay. Du reste, cette mer indienne lui fut favorable. Le vent tenait dans le nord-ouest. Les voiles vinrent en aide à la vapeur. Le
suis arrivée